Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire animé par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre de métiers de l'artisanat. Donc le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qu'une rénovation performante en maison individuelle? Donc ce webinaire sera animé par Noémie Gamba qui se présentera et on aura aussi le témoignage d'un artisan, Nicolas Bride, qui interviendra après la présentation de Noémie. Très bien, merci. Je prends la parole. Bonjour à tous. Bienvenue à vous pour ce rendez-vous du bâtiment de l'artisanat. Je suis donc Noémie Gamba, chargée de mission rénovation énergétique maison individuelle au sein du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté et je travaille plus spécifiquement sur la mobilisation des professionnels. Donc, effectivement, ce soir, nous allons nous intéresser à la rénovation performante en maison individuelle et puis plus précisément répondre donc à cette question. Pour commencer, je vais juste rappeler le fonctionnement du webinaire. Donc, vous l'avez vu, vos micros et caméras sont coupés. Par contre, vous allez pouvoir poser vos questions donc dans le module questions-réponses de cette application Zoom, donc le petit endroit QR. Les réponses seront données alors soit à l'oral lors des temps d'échange, puisqu'il y aura des temps, on va dire d'échange, vous poserez les questions et on y répondra. À l'écrit en direct, si c'est voilà des questions, on va dire simples. Et puis après, on verra s'il y a beaucoup de questions ou des questions vraiment sur lesquelles on n'a pas pu apporter de réponse, on pourra y répondre à l'écrit après le rendez-vous. Vous l'avez vu également, donc le webinaire est enregistré. Donc le replay, hein, la vidéo de ce webinaire sera disponible, on va dire sous une semaine, donc sur le site du pôle énergie et sur la chaîne YouTube de la Chambre des métiers. Et le support de présentation vous sera également transmis dès demain soir si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais commencer par une présentation, on va dire, rapide du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous sommes un centre de ressources régional dédié à l'efficacité énergétique et à la qualité environnementale du cadre de vie bâti, donc tout ce qui est bâtiment durable. Ce service est dédié aux professionnels et aux acteurs du bâtiment. Les missions du pôle énergie auprès de ces professionnels sont la mobilisation sur les enjeux de la transition énergétique et écologique, mais également l'accompagnement dans l'évolution donc des pratiques professionnelles. Pour mener à bien ces missions, nous avons 4 domaines d'action, donc la formation, l'information et le conseil, l'accompagnement et la mobilisation. Je l'ai déjà cité, mais voilà, ne pas hésiter à aller sur notre site internet pour avoir de plus amples informations. Je vais laisser la parole à Thierry pour vous présenter la Chambre des métiers. Eh bien, merci Noémie. Donc, la Chambre de métier, on a un conseiller développement durable ou chargé de la transition énergétique et écologique sur l'ensemble de la région. Donc, moi, je suis basé, Thierry Léger, à Auxerre, sur le département de l'Yonne. Nous avons notre collègue Laurie sur le département de la Nièvre, Émilie sur le département de la Saône-et-Loire, Marine sur le Jura, Antonin qui s'occupe du territoire du Doubs, David sur le territoire aussi de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, et Iris sur le département de la Côte d'Or. Et nous faisons partie du réseau RT2E qui regroupe en fait les acteurs de la transition écologique et économique. On a les collègues de la Chambre de commerce, l'ADEME, le Conseil régional, parce que nos actions sont financées en partie avec les aides de l'ADEME, de l'État et du Conseil régional de Bourgogne. Voilà un petit peu la présentation de l'équipe. Et je vais je dis redonner la parole à Noémie qui va nous faire un petit peu l'introduction, et moi je serai un petit peu je vais gérer un petit peu tout l'espace questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace questions-réponses quand vous auriez des demandes d'intervention, et je me chargerai de faire le retour auprès de Noémie. Voilà. Très bien, merci.
Donc effectivement, je vais débuter ma présentation. Donc une introduction, c'est l'introduction qu'on avait indiquée pour voilà, la présentation du webinaire. Aujourd'hui, on le sait tous, on est dans un contexte d'augmentation des coûts de l'énergie et de changement climatique. Donc la rénovation énergétique de nos habitats est vraiment devenue un enjeu majeur. Après, on a un terme, rénovation énergétique, mais ce terme, il va regrouper, on va dire, plusieurs sujets, l'isolation, le chauffage, la ventilation, mais aussi plusieurs visions. On va parler de rénovation globale, de rénovation par étape, par geste. Donc, on fait déjà là, dans le terme rénovation énergétique, une distinction entre un niveau de performance à atteindre et un parcours de rénovation que l'on va emprunter. Par contre, dans la rénovation énergétique, on a un qualificatif aujourd'hui qui fait consensus, c'est la rénovation performante. Mais, et donc c'est la question de ce soir, qu'est-ce qu'une rénovation performante en maison individuelle? Je vais vous donner quelques éléments. Il est évident qu'on pourrait en parler beaucoup plus que le temps qui nous est imparti, mais on va faire, voilà, on va faire déjà sur ces premiers éléments. Donc, sur cette première partie, c'est moi qui vais vous présenter déjà les obligations liées à la rénovation performante, euh, voir quels sont les points clés d'une rénovation performante, ce que signifie, alors j'ai mis également rénovation performante, mais encore, et qui en sont les acteurs. À la fin de cette première partie, on va déjà faire une petite session de questions-réponses, donc comme ça vous a été indiqué via le module. Ensuite, une deuxième partie, donc on donnera la parole à Monsieur Nicolas Bride, donc de la SARL Bride et Bois à Besançon, qui va donc témoigner par rapport voilà, à son parcours dans la rénovation performante. Et à la fin de cette deuxième partie, il y aura également un temps d'échange, vous pourrez lui poser des questions. Alors justement, on en est où de ces fameuses obligations sur la rénovation performante, le contexte réglementaire? Je suppose qu'il y a des textes de loi qui nous imposent des choses. Est-ce que tu pourrais nous refaire une petite synthèse assez courte, parce qu'on sait que la réglementation peut être assez indigeste sur ce sujet-là. Tout à fait. Donc effectivement, là, on va être dans la partie, on va dire, écrite. Je vais essayer de la faire la plus pédagogique possible. La rénovation énergétique performante, elle est définie dans la loi climat et résilience. Il y a une définition qui a été inscrite donc, dans un article que je ne citerai pas. La rénovation performante, déjà, elle veille à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d'air. Donc ça, c'est un premier point, et j'ai envie de dire qui est très important. Ensuite, la rénovation performante, elle va permettre de respecter des conditions. Donc, il y a deux conditions. La première, c'est le classement du bâtiment, ou de la partie de bâtiment, en classe A ou B du DPE. Et le deuxième point, c'est que on va faire l'étude des 6 postes de travaux de rénovation énergétique, donc que l'on connaît quand même depuis longtemps, l'isolation des murs, des planchers bas, de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et ils ont ajouté ainsi que les interfaces associées. Donc, une interface, c'est une jonction physique entre deux postes de travaux, entre les postes de travaux qui assurent l'étanchéité à l'air et la continuité de l'isolant. Et cette interface, en fait, elle va nécessiter un jointement. Donc ça, c'est très important également. Alors, bien sûr, j'ai envie de dire comme tout le temps, il y a des exceptions. Les exceptions, il y a déjà les bâtiments qui vont être soumis à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou si les coûts de travaux de rénovation sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien. Dans ce cas-là, en fait, on va demander, entre guillemets, seulement un gain d'au moins 2 classes DPE, mais le traitement des 6 postes de travaux précités sera quand même effectué. Ensuite, on a les bâtiments qui sont déjà de classe F ou G avant travaux,
Là, on va demander l'atteinte au moins de la classe C après travaux et l'étude des 6 postes de travaux. Au niveau des bâtiments, voilà, sur les contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, c'est pareil, ça fait l'objet d'un article de loi du Code de la construction et de l'habitation. Donc, on a déjà voilà, tous les travaux qui entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou éléments d'architecture ou de décoration qui sont en contradiction avec les règles et les prescriptions qui peuvent être prévues pour. Et là, on a une liste, tout ce qui est monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les immeubles ou ensembles qui ont reçu le label architecture contemporaine remarquable, les sites inscrits classés au titre du Code de l'environnement. Et le dernier point qui est assez important, que j'ai essayé de résumer, c'est par rapport aux dispositions du plan d'occupation des sols. Toutes les constructions dont l'aspect extérieur, tout ce qui est conditions d'alignement sur la voirie, les distances minimales par rapport à la limite séparative, l'aménagement des abords, tous ces bâtiments en fait sont aussi peuvent être des exceptions. Après, ils ont mis sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur. Donc ça, c'était la première précision. Au niveau des coûts de travaux, on en a parlé. En fait, si les coûts de travaux excèdent 50% de la valeur vénale du bien, à ce moment-là, on rentre dans les exceptions. Donc ça sera évalué par un professionnel du domaine de l'immobilier. On a tous les travaux qui peuvent faire courir un risque de pathologie du bâti, donc qui vont affecter notamment les structures et le clos couvert du bâtiment. Donc ça doit être bien sûr justifié par une note argumentée. Et on a tous les travaux non conformes à toutes les autres obligations, notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation. Donc ça, vous retrouverez, si vous souhaitez, voilà, tout le détail dans les articles de loi. Au niveau du délai de réalisation, en fait, la loi climat et résilience a aussi donné en fait des délais de réalisation. Il est indiqué qu'une rénovation énergétique performante sera qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal. Il y a un article. Donc, en fonction du type de logement, on va avoir une durée de travaux à respecter. Pour une maison individuelle, les travaux doivent être au maximum de 18 mois. Pour un bâtiment avec moins de 50 logements, au maximum de 24 mois. Et pour plus de 50 logements, maximum de 36 mois. Après, voilà, ce délai, il va courir à partir de la date du premier ordre de service pour le démarrage des travaux et il a le terme la date du dernier procès verbal de réception de ces mêmes travaux. Donc voilà pour le côté réglementaire. Donc là, on a vu tout le côté réglementaire, on a vu tout ce qui était pas concerné par cette réno performante. Et donc maintenant, on va plutôt s'attarder sur quels sont les points essentiels ou les points de vigilance ou justement pour avoir une réno performante. Alors, les points clés d'une rénovation performante. Comme je vous l'ai dit en introduction, en fait, on peut avoir, on va dire, deux visions, la vision performance et la vision parcours. Alors, j'ai essayé de faire ces deux visions, de préciser les choses. Sur cette vision performance, c'est l'ensemble des travaux qui permettent au bâtiment d'atteindre à minima. Alors, j'ai remis le niveau BBC rénovation parce qu'en fait, dans les textes, enfin, je veux dire, les articles, les écrits, on a encore cette référence du niveau bâtiment basse consommation rénovation. Après, vous l'avez vu dans le texte de loi, on parle maintenant d'étiquette A ou B. En tout cas, ce sont voilà, ces travaux qui permettent d'atteindre un niveau minimal de consommation. Donc, chaque projet de rénovation va être réalisé vraiment en considérant l'objectif idéal, c'est-à-dire rénover les 6 postes de travaux en aussi peu d'étapes que possible, en commençant par l'enveloppe, puis ensuite en s'intéressant aux équipements techniques. Donc là, sur le schéma, vous retrouvez les postes qui sont cités dans la loi, avec 1, on commence voilà, par l'isolation, et 6, on finit par le chauffage. Mais
aussi, et surtout, il faut faire attention à ne pas nuire au bâtiment et à éviter les non-qualités. Donc aujourd'hui, la rénovation performante, on va aussi la caractériser sur le fait qu'elle va préserver la santé des occupants et préserver le bâti. Donc, il faut absolument éviter les phénomènes de condensation qui sont à l'origine de développement de moisissures et de pathologies diverses. Donc, pour cela, on va avoir un renouvellement d'air qui sera suffisant avec une ventilation mécanique contrôlée. Et on va apporter un soin particulier au traitement donc, des interfaces. Donc, on en a déjà parlé, et là, je l'ai remis sur le schéma. Bien sûr, ce sont les traitements des ponts thermiques, le traitement de l'étanchéité à l'air, faire attention à tout ce qui est migration de vapeur d'eau. Donc ça, voilà, ce sont des points qui sont très importants. En plus, on va dire des postes de travaux, des 6 postes par eux-mêmes. Donc, ce qui est nouveau, Noémie, c'est quoi nouveau? On a beaucoup parlé d'isolation de chauffage, voire de chauffage en premier, et on changeait le système de chauffage. Après, on a beaucoup parlé isolation. Et là, il y a un troisième point sur lequel je trouve que tu insistes, et c'est la ventilation. C'est ça, voilà, tout à fait. Et la transition est très bonne puisque je vais vous donner l'exemple. C'est le schéma, on va dire, d'une maison avant. C'est-à-dire qu'on avait notre maison, elle était plus ou moins isolée, pas ou peu isolée. Euh, Pas de traitement d'étanchéité à l'air. Donc, on avait de l'air qui rentrait, ce qu'on peut appeler de l'air parasite, qui rentrait. Donc, le bâtiment, ben, il fonctionnait. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas forcément de pathologie. Pour un peu, des fois, on sentait des courants d'air, on disait ah ben c'est bien, elle est ventilée. On avait, alors là, c'est l'exemple d'un poêle à bois, mais un système de chauffage qui prenait de l'air au niveau de l'intérieur du logement pour le fonctionnement, bien sûr, qui était remis à l'extérieur. Donc ça, c'était le bâtiment avant. Aujourd'hui, on va demander une enveloppe bâtie étanche à l'air et à l'eau. Donc, on va mettre ce qu'on appelle, enfin faire, pardon, la boîte dans la boîte. Ça, c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. On peut même aussi dire la boîte à l'extérieur de la boîte, puisque si on a une isolation par l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut faire. On va au niveau du poêle avoir des poêles étanches. Donc le poêle, il va bien prendre son air à l'extérieur et puis le rejeter à l'extérieur. Par contre, là, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on va mettre en place une ventilation qui auparavant n'était pas systématiquement mise en place. Donc là, on est vraiment sur voilà ce point très important. Et on va parler, enfin j'ai mis, on va dire, ce petit slogan, pas de rénovation sans ventilation. Aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, qui est très important. Alors, il y a beaucoup de points importants hein, dans la rénovation. On pourrait parler de beaucoup de choses techniques. Déjà, on n'a pas forcément le temps. Après, je pense que le public ce soir est une majorité normalement d'entreprises. Donc, voilà, le côté technique est connu. Par contre, voilà, je voulais vraiment insister sur le côté plus général de la rénovation et donc en particulier de la ventilation. Ensuite, après cette vision, on va dire performance, on a la vision parcours. Donc aujourd'hui, on a des parcours, on a un parcours pardon qui peut se faire en une seule étape. C'est ce qu'on appelle la rénovation globale, la rénovation performante globale. Donc il est indiqué aussi de manière très claire que il faut proposer autant que possible une offre globale en considérant vraiment l'ensemble des travaux à réaliser. Aujourd'hui, les termes performance et global sont vraiment liés. Après, si la rénovation se fait par étapes, pour être efficace, elle doit être normalement réalisée idéalement en une ou deux étapes maximum. Et
par rapport à ces points, je vous ai mis en ressources, donc c'est une première ressource, une étude qui a été faite, donc c'est une étude qui a été faite par Doremi et Enertech sous l'égide de l'ADEME, alors qui s'appelle la rénovation performante par étapes. C'est vraiment voilà, les conditions nécessaires pour atteindre la performance BBC Rénovation. Alors, rénovation par étapes, mais en fait, ils parlent de la rénovation performante et ils insistent sur l'offre globale. Donc, c'est une étude qui est vraiment très intéressante, que je vous conseille. Et ce qui est très important, c'est que l'analyse qui a été faite dans cette étude, elle intègre également, en fait, les notions qui complètent cette définition de la rénovation performante, c'est-à-dire la santé des occupants, le confort des occupants et la qualité du bâti tout au long du parcours de rénovation. De bien faire attention à garder la qualité, quels que soient les travaux réalisés. Donc, on va dire pour résumer sur les points clés, l'atteinte de la performance, elle va aujourd'hui, on va l'envisager avec une vision globale. Elle requiert une vision globale, une analyse architecturale et technique pour définir les travaux pertinents et surtout anticiper la bonne gestion des interfaces et des interactions entre travaux. Donc, les interactions c'est sous-entendu, par exemple, le bon dimensionnement des systèmes de chauffage notamment. On a voilà, cette illustration qui nous dit voilà, une rénovation performante, une fois qu'elle a été réalisée, on a une maison économique, puisqu'on va diviser les factures d'énergie. On va avoir une maison qui sera revalorisée. Elle va normalement gagner de la valeur patrimoniale et puis potentiellement elle va être plus belle vue de l'extérieur et de l'intérieur. On a une maison qui est saine puisqu'on ventile, hein, on essaie voilà, d'avoir un air plus pur pour préserver la santé des occupants. Une maison confortable puisqu'on a traité le côté déperdition et puis apport de chaleur, chaude en hiver, fraîche en été. Sachant que je fais aussi cette petite parenthèse, euh, actuellement, enfin depuis quelques années, mais de plus en plus, c'est le confort d'été qui devient en fait le sujet quasiment numéro un au niveau des rénovations. Alors, les consommations énergétiques sont importantes, mais le confort d'été prend vraiment une part très importante. Et puis, on a une maison qui sera écologique puisque on va essayer, on va diviser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, qu'est-ce que tu entends aussi par réno performante? Là, on a vu les différents postes, mais tout à l'heure, tu nous as dit également. Alors, ça veut dire quoi ce petit également? Oui, je mets le petit également. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément, voilà, là, je suis plus dans l'oral, hein, moins dans l'écrit, parce que une rénovation énergétique, déjà, moi, je vais être claire, la rénovation énergétique, ce n'est pas un parcours facile. Ce n'est pas quelque chose. Alors, encore une fois, je reprends le titre. On parle de maisons individuelles. Donc là, on parle d'occupants, de particuliers. C'est pas quelque chose qui va être forcément simple. Ils savent qu'il faut rénover. Ils ont des besoins, des envies, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être complexe pour eux. Donc, moi aujourd'hui, dans Rénovation performante, je mets aussi ce côté humain, c'est-à-dire qu'il est de notre responsabilité, à nous en tant que professionnels, de faciliter en fait ce parcours de rénovation, cette rénovation. Euh, donc, j'ai mis, on va dire, trois termes. On a le côté, la vision globale, donc on en a parlé, donc on va regarder l'ensemble du bâtiment. Et moi, je le mets sur de la cohérence, c'est-à-dire que on va, en regardant de manière globale, on va apporter une cohérence aux travaux, aux choix qui seront faits sur ce qu'il y a à faire. Et à ce moment-là, euh, enfin, je pense que c'est aussi là pour donner envie. C'est-à-dire que le parcours de rénovation peut paraître complexe,
complexe pour les particuliers. Si on arrive avec une vision globale, avec une cohérence, on va dire avec un fil rouge au niveau de la rénovation, de faire quelque chose de plus fluide, de plus limpide, ben, potentiellement, ça va donner envie à la personne de se lancer dans le projet de rénovation. Donc là, c'est déjà, voilà, on a déjà gagné sur la performance, puisque au lieu de faire qu'un poste de travaux, on lui donne envie, et ben, il va potentiellement faire plus de travaux, une rénovation globale. Ensuite, on a le niveau performance. Donc, au niveau de la performance, là, on reste, on va dire, sur les systèmes. C'est le côté maîtrise des techniques. Alors là, ben, tout simplement, je vais mettre tout de suite, c'est le côté, ce qu'on a dit, ne pas nuire, parce qu'on le retrouve, de faire attention que les travaux qui sont réalisés, les systèmes qui sont préconisés, mis en place, soient vraiment bien mis en place et puis que ce soit les bons systèmes. Puisque, je vais prendre un exemple, si un particulier fait des travaux de changement de chauffage et puis qu'au final le chauffage qui a été mis en place ne convient pas à la maison, à l'occupation, et qu'on dit à ces personnes, ben non, désolé, mais là, en regardant de manière un petit peu plus globale, on se rend compte que c'est pas forcément ça qu'il aurait fallu mettre en place. Le particulier, il va pas changer son chauffage qu'il vient de mettre en place. Donc, c'est ce côté, quand je dis ne pas nuire, alors j'utilise ce terme parce que c'est pareil, on va le retrouver dans les publications, c'est voilà, de faire attention, de ne pas faire des travaux qui, après, bloqueraient le reste du parcours de rénovation. Ne pas nuire, Ensuite, ne pas nuire, ça peut être aussi de créer des pathologies, de voilà, l'humidité. aussi, voilà. Alors, effectivement, mais c'est vrai que dans le créer des pathologies, il est, et ça, encore une fois, ça fait le lien sur le côté traitement des interfaces, puisque ce traitement des interfaces, il va être là pour justement, comme on l'a dit, éviter vraiment qu'il y ait de la condensation qui se fasse. Donc oui, de toute façon, ça fait ce lien-là. Puisque dans le traitement des interfaces, moi, je voyais aussi le terme coordination puisque dans un projet de rénovation, on va la majeure partie du temps avoir plusieurs entreprises, plusieurs intervenants, plusieurs corps de métier. Donc, en fait, on est là dans le côté de travailler ensemble. Il faut absolument pouvoir coordonner les différents travaux sur le chantier pour ne pas, on va dire, défaire ce qu'aurait fait un confrère ou ne pas nuire. C'est ce qu'on, voilà, ça se rejoint. Donc, il y a vraiment le côté aujourd'hui de travailler ensemble. Il faut absolument, voilà, que qu'en tant que professionnel, nous, on explique ce côté coordination et que les professionnels sur les chantiers se coordonnent. Donc voilà par rapport à cette présentation sur ce que je voulais dire sur que signifie également la rénovation performante. C'est vraiment pour moi le côté humain. Au niveau de la consommation énergétique, donc je fais une première conclusion rapide. La consommation énergétique, elle va dépendre de la qualité des équipements techniques. Donc ça, on l'a fait pendant des années. Voilà, il y a une vingtaine d'années, on parlait vraiment de la performance des équipements. Par contre, on a aussi pris le comportement des usagers, puisque les usagers sont aussi en lien avec la consommation. On peut parler aussi de ce fameux effet rebond, hein, que lorsque la maison est rénovée, finalement, les factures ne diminuent pas, mais parce que on ne diminue pas forcément le chauffage, parce qu'enfin, on a du confort et on est mieux dans sa maison. Et on a en premier donc la qualité de l'enveloppe et du bâti. Donc on vient d'en parler, hein, caractéristiques des parois, l'orientation de la maison, l'étanchéité à l'air. Donc aujourd'hui, on a effectivement, on va dire, inversé en premier la qualité de l'enveloppe. En deuxième, on va sensibiliser les usagers. Et puis en troisième, bien sûr, on va mettre du matériel performant.
Au niveau d'une manière plus générale, en fait, quand on parle de solutions techniques, on va dire est-ce que c'est le bon produit, est-ce que c'est le bon matériau, le bon système constructif. Donc, on va avoir des aspects techniques, des aspects contextuels, des aspects économiques, des aspects réglementaires. Donc ça, on les prend en compte aujourd'hui. Par contre, on a aussi des aspects sanitaires et toxicologiques. On a aussi des aspects environnementaux qui sont à prendre en compte. Et la question, en fait, c'est peut-on aujourd'hui envisager de s'affranchir de l'un de ces paramètres? Donc, pour moi, la rénovation performante, elle prend aussi, voilà, ce côté, le côté performance en termes, j'ai envie de dire, technique, le côté performance au niveau humain, voilà, du parcours de rénovation, et puis le côté performance sur différents aspects, avec deux aspects qui, voilà, vont prendre aussi beaucoup plus de place, les aspects sanitaires, toxicologiques et les aspects environnementaux. Donc là, tu nous as présenté la performance énergétique, mais quels sont les acteurs de la performance? Et là, Noémie, je vais profiter en même temps de te poser deux questions que tu vas aborder juste dans la diapo, hein. C'est les questions que je vois passer dans l'espace, questions-réponses. Est-ce qu'on a besoin d'un agrément pour prétendre à faire de la réno performante en maison individuelle? Et est-ce qu'il faut être RGE au niveau de l'audit énergétique? Est-ce que c'est obligatoire d'être RGE, entre guillemets, pour faire une réno performante? Euh, Aujourd'hui, au niveau vraiment de la loi, il n'y a pas cette notion, c'est-à-dire que c'est plutôt des notions d'atteinte d'une performance. Donc, le RGE, c'est vraiment, on va dire, pour la réalisation des travaux. Alors, au niveau de la réalisation de l'audit également, et on va, au niveau du RGE, on va aussi beaucoup parler du RGE par rapport aux aides financières, bien sûr. C'est-à-dire que pour l'obtention des aides financières pour les particuliers, il faut que les entreprises soient RGE. Par contre, la rénovation performante dans la loi, c'est vraiment une définition pour poser ce qu'est une rénovation. Mais voilà, il n'y a pas on va dire, d'obligation stricte par rapport à l'appellation rénovation performante, mais par contre, il y aura des obligations si les particuliers veulent obtenir des aides financières. Et puis, de toute façon, le RGE est aussi une garantie par rapport, voilà, à la réalisation des travaux et puis, on va dire, à la gestion enfin, je trouve pas mon terme, de problèmes, enfin, de différents entre une entreprise et un particulier, s'il y a. Et dans réno performante, tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le redire, c'est la notion de travailler ensemble. C'est d'avoir l'état des lieux et ensuite de faire appel à plusieurs corps d'État, plusieurs acteurs qui doivent être coordonnés en vue d'arriver au résultat souhaité, d'augmenter la performance de consommation de son bâtiment. Donc c'est surtout un travail, je dirais, d'équipe, de coordination, de concertation pour faire monter. Mais je dirais, il n'y a pas un agrément, voilà, il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas un agrément qui dit je suis habilité à faire de la réno performante. Je dirais tous les artisans du bâtiment sont amenés à travailler dans la rénovation, dans le domaine de la rénovation performante. Tout à fait. Et donc là, je fais voilà, la diapo suivante. Et en fait, c'est ça. Alors, parce que quand j'ai voulu répondre à cette question, au début, je me suis un peu creusé la tête. Et puis bon, je me suis dit, je vais faire dans l'ordre. Je vais parler des particuliers parce que ils sont maîtres d'ouvrage. Donc déjà, c'est eux qui vont, on va dire, être sensibilisés et puis poser la question de la rénovation performante, vouloir une rénovation performante. On a bien sûr tous les bureaux d'études, les architectes, où là, eux, ils vont être en amont sur la conception du projet, il faut vraiment généraliser la réalisation d'audits énergétiques. Il faut généraliser l'accompagnement, que ce soit en assistance à maîtrise d'ouvrage ou encore mieux en maîtrise d'œuvre, bien sûr. Donc là, on a voilà tout cet accompagnement.
Ensuite, on a les artisans, les entreprises RGE, donc on vient d'en parler. C'est eux qui vont réaliser les travaux, c'est eux qui vont gérer ces fameuses interfaces, ces fameuses interactions. Donc, c'est vraiment très important. Et puis après, j'ai remis, alors c'est plus forcément dans l'ordre, mais on a le service public, les espaces France Rénov, service public de la rénovation énergétique, les espaces France Rénov qui sont présents partout sur le territoire national, qui sont des espaces d'information, de conseil sur le parcours de rénovation et qui vont accueillir les particuliers, les conseillers, voilà, vont accueillir les questions et vont présenter qu'est-ce que la rénovation performante, vont présenter qu'est-ce que la rénovation globale et ils vont, voilà, inciter à aller dans ce parcours de rénovation. Et puis là, j'ai mis et bien d'autres parce que en fait, ma conclusion, parce que cette diapo aurait pu être longue, j'ai dit, nous sommes tous concernés. En fait, tout le monde est acteur de la rénovation performante à des niveaux différents et puis peut-être sur des points plus particuliers du parcours. Mais voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment tous concernés par la montée en puissance de la rénovation performante. Je termine sur voilà cette diapo qui est de ressources. Alors c'est pareil, on aurait pu mettre un certain nombre de ressources. Là, je vous en ai mis quatre. On a déjà un webinaire qui s'était tenu donc dans le même cadre, hein, en partenariat Pôle Énergie, Chambre des métiers et de l'artisanat, et qui s'était tenu le 9 septembre 2021 sur la rénovation performante des bâtiments. On avait déjà ce titre avec la question comment l'appréhender et la valoriser auprès de ses futurs clients. Et ça avait été plutôt basé sur un angle plus technique, on va dire, que je n'ai pas appris ici en parlant de type de chauffage, de résistance thermique. On a une approche sociologique, enfin une étude, un état de l'art qui vient de sortir en fait, qui a été réalisé par un sociologue, Gaëtan Brispierre, qui travaille beaucoup pour l'ADEME, qui parle de la qualité de l'air intérieur des logements français. J'ai voulu le mettre, déjà c'est nouveau, et en plus on rejoint ce qu'on a dit, la santé. Vraiment, le côté santé des occupants, c'est vraiment quelque chose de très important. La qualité de l'air intérieur est quelque chose qui est pris en compte de plus en plus, de manière de plus en plus forte. Je répète, on l'a déjà entendu, mais je le répète, la qualité de l'air intérieur de nos habitations est moins bonne que la qualité de l'air extérieur, alors qu'on dit tous que la qualité de l'air extérieur peut des fois être très dégradée. Donc voilà, c'est une étude qui a été faite et je pense que c'est très, très important. Euh, on a la galerie de projets de maisons individuelles qui ont été rénovées en bâtiment basse consommation en bénéficiant du service Effilogie maison individuelle de la région pour Bourgogne-Franche-Comté. Là, l'idée, c'est que en donnant des exemples de réalisation, on va lever potentiellement des freins, on va peut-être lever des idées reçues et puis donner un peu d'optimisme. Oui, on peut faire de la rénovation performante, globale BBC. Et puis, je vous ai remis le site internet du pôle énergie pour voilà, toutes nos ressources, que ce soit de l'actualité, que ce soit des replays, que ce soit notre catalogue de formation. Voilà, je finis sur le site internet du pôle énergie. Avant de donner la parole à Monsieur Bride, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vois qu'une personne a levé la main. Vous pouvez poser votre question dans l'espace questions-réponses. On a eu tout à l'heure des questions que j'ai fait des remarques, quoi, des remarques ou des demandes que je t'ai fait passer, Noémie. Donc, Mhm. n'hésitez pas à nous solliciter dans l'espace questions-réponses. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à Nicolas Bride, qui est artisan dans le Doubs, qui va présenter un petit peu son activité. Donc, Nicolas, vous êtes installé où et quelle est votre activité? Alors, bonsoir à tous. Je suis installé sur la commune de Besançon, en entrée de commune, au sud, juste au sud de la ville.
Et mon activité est le bois, tout ce qui est mobilier, agencement sur mesure. Si vous m'avez sollicité, c'est que j'ai un exemple précis, moi, actuel de rénovation de bâtiment. Donc, c'est un cas un peu particulier, hein. On n'est pas sur de la maison individuelle, on est sur un gros bâtiment de travail qui était industriel. Et là, je l'ai transformé pour être un bâtiment à vocation artisanale qui accueille ma menuiserie, que j'ai agrandi ma menuiserie. Donc, ce bâtiment accueille ma menuiserie au rez-de-chaussée. Il accueille un autre artisan aussi qui travaille le bois. Et à l'étage de ce bâtiment, donc on est sur des surfaces qui font 600 mètres carrés par niveau. Donc à l'étage de ce bâtiment, j'ai cloisonné ce grand espace pour offrir des ateliers aussi, donc du professionnel, hein, pas de l'habitation, mais du professionnel, pour d'autres artisans, artistes, artisans d'art. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de réaliser des bureaux showroom. Donc bon, on est sorti un petit peu de la maison individuelle, mais ce qui est intéressant des échanges qu'on a pu avoir, c'est un petit peu comme l'a dit un petit peu Noémie tout à l'heure, je suis confronté à une rénovation. Comment je vais m'y prendre? Je suis pas forcément une entreprise dans le secteur du bâtiment. Vous avez des notions, mais voilà, vous avez rencontré des difficultés, quoi. Je dirais des difficultés, des points à étudier. Et donc, ça nous avait paru, je dirais, intéressant de faire part un peu de votre expérience. Donc là, je vais plutôt me mettre à la place, vous mettre à la place du client. Euh, Vous me dites que vous êtes installé à Besançon. Je crois qu'il y a déjà eu un premier point, pas très loin, dans un site classé ça donne sur la Citadelle, si je me trompe pas. Citadelle. Oui, oui, ça donne. Elle est relativement loin, mais pour autant, on la voit d'un pan du toit, d'un certain côté, on voit la citadelle. Donc, de toute façon, donc on est sur un site classé, disons, patrimoine industriel. Donc, on a eu les architectes que j'ai sollicités pour dessiner et pour déposer le permis de construire, ont en tout premier lieu pris contact avec l'architecte des bâtiments de France pour montrer le projet et voir donc s'il validait a priori ce projet. Donc, ce qui vous a empêché de mettre, par exemple, des fenêtres de toit sur des parties ou des tuiles particulières ou des... C'est ça. Donc, on a pu quand même, les tuiles mécaniques ont été acceptées. On parle de tuiles plates, donc on est sur quelque chose de classé, mais quand même, on peut changer certaines choses. Donc, ce qui est bien. Sur le versant donc nord qui n'est pas vu, pardon, le versant sud qui n'est pas vu de la citadelle, donc je peux mettre un certain nombre de Velux. Voilà, donc on peut. Mais ce qui est important, au préalable prendre avis et de se concerter auprès de l'ABF plutôt que de faire puis de voir par après. Je pense qu'il le prend beaucoup mieux si vraiment on anticipe beaucoup les choses. Ouais, donc d'être dans la Alors, concertation, dans l'échange. dans la concertation et dans l'échange, je prends un tout petit exemple. Il y a quelques mois, c'est peut-être encore le cas, il y avait une grosse tension sur l'approvisionnement de tuiles. Il y avait un choix qui était proposé par l'ABF de tuiles à côte. Vraiment, on ne trouvait absolument pas de tuiles à côte. On avait un lot, parce que le toit est très grand, on avait un lot de tuiles plates. Voilà, dans l'échange, on a pu solliciter donc l'ABF de questionner, de voir si on pouvait changer son avis. Donc, elle a bien voulu, elle est venue sur place, voir, on a fait un tableau de présentation de ces tuiles, elle est venue voir sur place, voilà, dans cet échange-là, ça a été constructif et elle a accepté notre demande. Voilà. Donc là, on était sur le toit. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus, je dirais, aux questions d'isolation. Voilà. Donc là, il y avait des choix à faire. Il y avait peut-être aussi des convictions personnelles. Est-ce que, entre guillemets, je vais vous titiller, est-ce qu'on met du polystyrène ou est-ce qu'on met des matériaux biosourcés? Et puis, on voit que le bâtiment, il a un certain cachet. Donc, il y a peut-être aussi des besoins de conserver ou de mettre en valeur certains pans de mur. Bien sûr, pour donc pour cet exemple, on part d'un bâtiment qui est fait en moellon de calcaire en lui. C'est vraiment un bâtiment qui a au moins 150 ans, voire 200 ans, enfin, qui est assez vieux. Donc évidemment,
Je pars, bon, moi, de mon métier, c'est le bois, donc je vais naturellement vers le bois. Donc, quand je me suis posé la question donc d'isoler ce bâtiment, donc je suis parti d'une isolation intérieure, évidemment, hein, par rapport à la pierre, avec une lame d'air assez conséquente par rapport au mur qui puisse respirer, puisque les volumes sont tels qu'on n'a pas de ventilation mécanique, hein, on est juste par voilà, une ventilation naturelle. Et puis donc, je me sépare du mur, je développe une ossature en bois que je remplis de laine de bois et je finis par un parement en bois type OSB. Enfin, c'est du panneau MFP, mais c'est les mêmes ordres, mêmes capacités. Donc, je compte sur le matériau bois qui a un certain effet d'absorption de l'humidité en trop et de rejet de cette humidité quand il faut, en période sèche. Voilà, donc je compte aussi un peu sur lui pour réguler l'humidité intérieure de- de ce bâtiment. Bon, c'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas sur de l'habitat, on est sur du professionnel, donc on est certainement moins contraignant, on cherche de- par rapport à l'efficacité absolue, mais quand même, voilà, on a travaillé quand même une isolation assez poussée quand même pour le confort des artisans et des professionnels. Et concernant le mode des chauffages, de chauffage, je dirais des bureaux showroom, hein, je parle pas de l'atelier bois où là vous allez peut-être pouvoir utiliser les matériaux propres de votre activité, chute de bois. Mais pour ce qui est des bureaux, la partie, si je ne me trompe pas, supérieure, quel Oui, mode de chauffage vous avez envisagé? électrique. On est parti sur chauffage électrique, là, quelque part. Donc, une fois tous ces, ces, ces ateliers isolés, donc ils présentent des surfaces, on va dire, à partir de 36, 40, 50 jusqu'à 73 mètres carrés, donc une surface moyenne. Donc, on a opté clairement sur l'électricité avec des convecteurs à inertie. Ce qui nous a guidés, bon, clairement, c'est aussi le budget, hein, initial. On n'avait pas forcément les moyens de développer une chaudière centralisée. Donc, voilà, c'est une question aussi de praticité. Mais encore une fois, comme on a vraiment travaillé l'isolation avec la laine de bois sur le doublage des murs et les plafonds, donc on se permet donc de mettre du chauffage électrique dans ces pièces. D'accord. Et avec des systèmes, des radiateurs, je dirais, pas des simples convecteurs Non. grille-pain, mais avec des systèmes d'inertie, d'accumulation et avec des systèmes, je dirais, de régulation, de programmation. Parce que tout à l'heure, on parlait du particulier, mais il y a aussi l'utilisateur, parce qu'il va falloir aussi former l'utilisateur au bâtiment à utiliser ces fameux équipements de chauffage ou de ventilation. Peut-être aussi un acteur qu'on oublie lorsqu'on fait de la rénovation, c'est de former aussi l'utilisateur pour pas, je dirais, créer des désordres dans le local. Oui. Oui, bien sûr. Donc l'équipement, c'est des radiateurs à inertie céramique. Il faut qu'ils soient répartis, donc on n'en met pas un dans un coin avec une grosse puissance, hein. On en répartit au moins deux, voire trois selon la surface. Et on essaye de répartir comme ça la chaleur et pouvoir de cette façon bah, les, les mettre en chaud, enfin, que ce soit d'une façon raisonnable, quoi, de ne pas les mettre tous à, à fond. Donc il y a une certaine, oui, une certaine éducation aussi avec eux. Ils savent. Après, c'est aussi leur consommation, in fine. Donc ils payent aussi leur chauffage. Donc il y a ça aussi qui va certainement leur aider dans, dans cette consommation électrique. Donc ces travaux, vous les avez faits, il y a plusieurs entreprises qui sont intervenues. Donc je suppose qu'il n'y a pas vous n'avez pas fait qu'appel qu'une seule entreprise. Non, non, non. Alors, on vient d'en parler. Pour le doublage, l'isolation, le cloisonnement, donc je m'en suis chargé. Après, on a ben, de la plomberie, de l'électricité, on a eu de la maçonnerie au départ, et puis ben, je me suis chargé des fenêtres. On n'a pas parlé des fenêtres, mais c'était un point important. Là, on voit sur la photo des vieilles fenêtres, donc on a tout doublé avec des fenêtres double vitrage.
performantes, voilà, qui sont inscrits dans le doublage. Et puis, donc au niveau des entreprises, et actuellement, ils sont en train de rénover le toit. Voilà. Alors, qui coordonnait ces travaux? C'était vous ou vous avez fait appel à un maître d'œuvre? Donc, c'était moi, le maître d'œuvre. Le point de départ du projet, donc là, par contre, c'était important de faire appel à un architecte qui dépose le permis, parce que je trouve ça c'était assez complexe. Et de fait, on a bien fait parce que ça a été, voilà, on l'a pas obtenu tout de suite, mais bon, c'est des conditions un peu particulières, bon, qui n'intéressent pas forcément là, dans le cadre de rénovation énergétique, mais je pense que faire appel à un architecte pour déposer le permis, c'est sûrement une bonne chose, hein. Ça permet d'anticiper et de débloquer certaines situations plus rapidement. Et puis, donc, après la maîtrise d'œuvre, effectivement, moi, étant sur place, j'étais apte à la suivre avec des entreprises que je connaissais en bonne partie. Donc là, on retrouve la bonne coordination des corps de métier, évidemment, qu'elle soit très, très présente, la bonne entente et la coordination entre nous tous. Donc, ça a été le cas. Donc, j'ai pu faire cette maîtrise d'œuvre. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, hein, non plus, même si on connaît les personnes, c'est beaucoup de travail. Donc vous êtes un petit peu, vous êtes déjà dans le domaine du bâtiment parce que vous avez quoi, vous avez des notions. Vous n'auriez pas été dans ce secteur d'activité. Pour vous, c'était essentiel de faire appel à un coordinateur, un maître d'œuvre. Alors, si je me mets à la place d'un particulier, c'est vrai que certains veulent suivre les travaux, ils pensent que quelqu'un en plus va peut-être coûter un peu trop, enfin, un peu en plus, mais certainement, c'est très important de prendre quelqu'un, au contraire, qui va coordonner tout ça, qui va fluidifier tout ça, parce qu'il y a toujours, même si ça peut bien se passer, si la plupart du temps ça peut bien se passer, enfin, il arrive toujours à un moment donné où il y a quelques points où il faut vraiment bon, quelqu'un dont c'est le métier qui puisse s'occuper de cela. Il arrive toujours des problèmes, hein, dans une rénovation. Donc c'est Comme- vrai que quand le client prend tout ça en charge, c'est quand même, il y a les travaux et puis la prise en charge des travaux, ça fait beaucoup de choses. Donc je donc, comme l'a conseillerais dit Noémie, effectivement. c'était un parcours, hein, comme vous l'avez dit, il y a eu des hauts, quoi, des hauts et des bas, des points à revoir. Donc c'était vraiment un parcours. Et cette rénovation, c'était un projet sur combien de temps? Parce que Noémie, tout à l'heure, nous a donné des ordres de grandeur pour rénover, quoi, sur le côté un peu réglementaire, pour faire une performance, une rénovation performante. Et vous, dans ce cadre de projet, alors on est d'accord qu'on n'est pas à l'échelle de la maison individuelle, mais c'est un projet entre le moment où vous avez eu l'idée, et puis je crois qu'aujourd'hui, bah, vous êtes presque à la fin parce que vous êtes en train de faire la toiture et vous nous direz aussi si les bâtiments sont quoi, les locaux sont prêts à être utilisés, livrés. Mhm. Donc c'est un projet sur combien de temps à peu près? Donc là, on va raisonner à partir de l'achat du bâtiment, qui était fin octobre 2022. Donc le toit va être fini fin octobre, donc il y a un an. Un an. Après, on est dans ce cas un peu particulier, hein, où les finitions intérieures ne sont pas poussées. Les cloisons, les pièces sont finies avec ce panneau bois, disons, relativement brut. Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent aller assez vite, mais quand même, en un an, 12 mois à peine, je me devais aussi, parce que je mettais en stand-by mon activité pour m'occuper de cette isolation et cloisonnement, donc je devais aussi que ça aille assez vite. Oui. Et donc concrètement, les locaux, les premières personnes rendent les locaux. Est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y a des lots, est-ce qu'ils sont tous pris? Est-ce qu'il y en a encore de libres? Le projet sur le plan un petit peu économique. Oui. Ben, il faut qu'il soit à l'équilibre. Donc, au tout début, cette idée de faire des ateliers, donc moi, m'est venue assez naturellement j'étais déjà sur place, hein, dans un bâtiment qui est en face. Donc, ce bâtiment, voilà, je le vois depuis de nombreuses années.
moi, j'étais prêt à le prendre, mais à faire effectivement un investissement locatif pour amortir toute cette acquisition et cette rénovation. Donc, il fallait qu'on ait des locataires. Et moi, je pensais à des personnes comme moi, des artisans qui ont besoin de locaux en ville. C'est pas forcément évident de trouver cela. Donc, on voulait être une nouvelle offre comme ça sur Besançon. Donc, ça a été, on pressentait qu'il y avait une vraie demande et on a et effectivement, voilà, on a rempli, signé en promesse de location et on a actuellement toutes les cellules, les ateliers sont loués, hein. On en a 7 à l'étage. Il y en a 2 au rez-de-chaussée, dont moi, et il y a encore un plus petit bâtiment en face, mais qui n'a pas fait l'objet de rénovation, qui est mon ancien atelier, où il y a aussi une personne qui est dedans. Donc, c'est un vrai besoin pour les villes. J'imagine que dans d'autres villes aussi, ce serait la même chose. Ok. Noémie, est-ce que tu as des questions ou des points qu'on aurait ou des précisions ou une question à poser tout simplement à Nicolas? Alors non, pas spécifiquement, mais c'est vrai que j'ai bien noté enfin, le côté, comment dire, le fait de dire oui, si je n'avais pas été de la partie du bâtiment, voilà, de se rendre compte qu'effectivement tout n'est pas simple et voilà, qu'il y a de la coordination à faire. Ce que vous avez su faire, parce que effectivement vous êtes un artisan, donc vous connaissez les chantiers, mais en fait c'est voilà, moi ça renforce le fait que beaucoup de particuliers vont se trouver démunis en fait face à un certain nombre d'entreprises. Après, les entreprises, elles sont toutes, on va dire, compétentes. Ça, c'est pas un problème. C'est pas, voilà, le problème des entreprises, c'est plus ce côté coordination. Et on le voit parce que par retour d'expérience, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a des territoires qui ont fait le choix d'aider à la rénovation globale performante BBC avec un accompagnement et les projets des réalisations en fait se font et on a vraiment un bon nombre de réalisations qui sont sur du BBC global, mais parce qu'il y a cet accompagnement et cette facilitation, comme je le disais, un peu le fil rouge de clarification des choses. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace questions-réponses. Et puis, si vous avez une question pour Nicolas ou Noémie, profitez-en. Donc, il y a petit temps de questions-réponses, hein. N'hésitez pas à solliciter l'espace, à faire part de vos remarques ou questions par rapport au projet de Nicolas ou de l'intervention de Noémie sur la rénovation performante. Voilà. Je vois simplement des mains qui se lèvent, mais je vois pas euh, de questions, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Après, cette présentation, Noémie nous a donné, je dirais, pas mal de points. Donc la présentation, vous allez la recevoir demain soir. C'est un mail qui va partir automatiquement. Donc vous aurez la présentation au format PDF que vous pourrez télécharger. Tout est programmé et c'est parti. C'est prévu pour un départ demain soir. Voilà. Donc je Alors, vois. oui, ce que je vais Vas-y, faire, vas-y. oui, c'est en attendant, voilà, si des questions arrivent, je vais juste indiquer aussi les prochains webinaires, donc sur le même format, hein, sur les rendez-vous du bâtiment de l'artisanat. Il y en a 2 de programmés, donc le premier, le 5 octobre. Mêmes horaires de 18h à 19h, 19h15. Le sujet traitera de l'isolation thermique par des matériaux biosourcés. En plus, on en a parlé là avec voilà, l'utilisation de laine de bois. Quelles sont les solutions possibles? Et puis, un autre sujet, donc on va dire différent, ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Donc, c'est tout ce qui est tri et réemploi dans le bâtiment.
Donc c'est un sujet voilà, très intéressant et c'est pareil qui prend de plus en plus d'ampleur pour essayer d'être le plus sobre possible dans nos constructions rénovation. Pas Voilà. dévoiler des informations sur la REP ou sur ce webinaire, mais sachez que là, ça va concerner notamment les déchets du bâtiment. Il y a des choses qui se mettent en place et notamment une reprise gratuite des matériaux dans le secteur du bâtiment. Voilà. Donc, c'est des points aussi, je dirais, très positifs pour le secteur de l'artisanat. Donc, je vois pas de nouvelles questions arriver. Bah, ce que je vous propose, c'est Ah, si, j'ai une question, bah voilà. Donc, je la lis en direct, c'est pour vous, Nicolas. Donc, si on a bien construit, vous avez construit une sorte de boîte dans la boîte. Donc, est-ce que l'espace entre les vieux murs et les nouveaux, je dirais les plaques d'OSB ou d'isolant, est-ce que c'est ventilé? Et du tout, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des problèmes d'humidité? Eh bien, écoutez, pour l'instant, non. Alors, c'est suffisamment ventilé, oui. L'espace est assez variable, hein. Des fois, le mur est un peu changeant. Et on a facilement 10 cm, 10 à 15 cm parfois. D'accord. Donc, voilà, de par juste une ventilation naturelle. Encore une fois, on n'a pas mis en place de ventilation mécanique. Eh ben moi, je tiens à vous remercier, Nicolas, et puis aussi Noémie pour vos interventions. Et je dirais, si vous êtes de passage sur Besançon, n'hésitez pas à aller, je dirais, aller voir l'atelier Nicolas et ses locaux. Donc l'entreprise, je crois, c'est Bride et Bois, c'est ça, à Besançon? L'entreprise, c'est Brie des Bois, oui, Brie des Bois Voilà, SARL. Et l'adresse, c'est au 30 avenue de la 7e armée américaine, à Besançon. voilà. Et donc, bah, Noémie, je te laisse le soin de conclure ce webinaire de la rentrée. Écoutez, voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je reste à votre disposition si vous voulez, voilà, on va dire échanger. Mes coordonnées sont sur le site du pôle énergie. Voilà, je remercie Monsieur Bride de son témoignage, Thierry, voilà, du partenariat sur ce webinaire. Et puis, bah, je vous dis bonne soirée à tous.